Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur Inspiration pour ce nouvel épisode de la série À cœur d'entrepreneur. Une série qui va vous montrer des entrepreneurs de cœur qui veulent changer le monde. Donc je vous propose de suivre leur histoire, leurs galères, leurs doutes, mais surtout leur réussite et ce qui les porte en fait au quotidien pour avancer. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Joseph Samixé, je suis coach, formateur et entrepreneur. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et puis si vous aimez la série, surtout mettez un petit like, d'accord, pour nous encourager, pour encourager Sophie à avancer. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Bah de rien. Alors, on va parler d'abeilles, on va parler de miel, on va parler de ruches, de produits. Sophie, alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Alors moi c'est Sophie, je suis apicultrice amatrice depuis 8 ans et j'ai décidé de vivre de ma passion et en même temps d'utiliser ma formation de chimiste microbiologiste pour fabriquer des cosmétiques 100% naturels à base des matières premières de mes abeilles et de proposer des services d'apithérapie. D'accord, super. Tu nous montreras tout le produit tout à l'heure. Tu me feras goûter les produits? Ah cool. Cool, j'ai de la chance. Ok Sophie, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, les produits que tu as? J'ai fabriqué j'ai sorti une marque de cosmétiques 100% naturelle. Justement parce que je suis chimiste. Donc je sais exactement ce qu'il y a dans les produits, je sais exactement les listes des ingrédients derrière qui sont à moitié chinois, enfin la liste CNCI qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans parce que c'est pas forcément en français. Donc je sais que je pouvais passer des heures dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, dans les magasins bio aussi pour trouver un cosmétique. Alors qu'on dit cosmétique, c'est pas forcément que du maquillage, mais déodorant, shampoing, huile de massage, des choses comme ça, qui soient naturelles. J'en ai pas trouvé, alors j'ai décidé d'en fabriquer. Et j'ai découvert les produits de la ruche. D'accord. Les matières premières comme la cire, comme la propolis, comme le miel. Ok, on consomme du miel en alimentaire. Certaines personnes, surtout les connaisseurs, la propolis. Mais en fait, la cire, souvent, on la consomme pas en alimentaire, bien sûr. des choses comme ça. Donc, comme il y a énormément de vertus, j'ai décidé de les intégrer dans les cosmétiques. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ta transition t'étais salarié avant? Oui. Et du coup, tu as décidé de devenir entrepreneur? C'est ça. Comment t'as fait pour faire le saut? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à chaque fois, je le dis, mais qui nous regardent et qui se disent, moi, j'aimerais bien passer le pas, mais le salariat, c'est quand même très confortable. Moi, j'ai passé le pas complètement par hasard. Ah, d'accord. J'ai fait un tour de jardin un jour et je me suis rendu compte que même avec les ruches qu'il y avait dans mon jardin, il n'y avait pas assez de pollinisateurs pour le reste. Il y avait pas beaucoup d'abeilles. Même avec mes ruches, il n'y avait pas beaucoup d'abeilles, il n'y avait pas assez de bourdons, il n'y a pas beaucoup de guêpes ou de papillons. Et donc en fait, comme je formulais des cosmétiques pour mes filles, pour mon conjoint, j'ai des collègues qui étaient dans mon ancien travail intéressés par les produits. D'accord. Et c'est elles qui m'ont dit, vas-y, lance-toi, c'est super intéressant, nous on adore, alors pourquoi les autres n'adhéreraient pas non plus? C'est vrai, d'accord. Donc voilà, j'ai dit, c'est pas une mauvaise idée, ça a fait son chemin quand même pendant quelques mois dans ma tête, et puis un jour j'ai décidé, allez, on y va, on verra bien ce que ça va donner. D'accord, donc tu t'es jeté à l'eau. Voilà, complètement. Sur une conviction alors du coup, au final. C'est ça. Après, j'ai pas écouté mon entourage non plus. Parce que mon entourage, c'était tu quittes un CDI, c'est une catastrophe, tu vas vivre à la rue, qu'est-ce que tes enfants ils vont manger, heureusement que tu as un conjoint pour t'aider. Enfin voilà, c'était une catastrophe que je quitte un CDI. Pour mon conjoint aussi, c'était une catastrophe. Alors, mais il s'en est fait. Alors c'est quoi justement qui fait que tu as le CDI et tu te dis je vais quand même malgré tout ce qu'on me dit, je vais y aller quand même. Avant d'avoir le CDI, c'est la première fois en 20 ans que j'ai eu un CDI. D'accord. Donc avant d'avoir fait le CDI, j'ai fait presque 20 ans d'intérim. Et c'est clairement l'intérim, c'est clairement un bouche-trou en fait. On ne prend que pour les surplus de production, pour des postes où il y a besoin de main d'œuvre. Et donc je n'ai pas eu d'opportunité d'être embauchée sauf avec le CDI.
Et je m'en suis rendu compte, en fait, en CDI, c'est pas forcément, c'est la stabilité de l'emploi. Ouais, mais c'est ça, hein, mais en fait, tu n'es pas libre. Ouais. Tu n'es plus libre quand tu as un CDI, tu es enfermé dans une entreprise et ça n'a pas été le bon choix pour moi. J'y suis restée pendant 2 ans et à un moment, j'ai dit trop, c'est trop. C'était une boîte pharmaceutique, trop de produits chimiques, trop de pression sociale, trop besoin de rentabilité, de fabrication. J'ai dit non, c'est bon, je fais autre chose, je monte mon entreprise et après on verra. Mais plus on me dit tu n'y arriveras pas, plus je fais le contraire. Ce qu'on a entendu là, c'est la liberté. Être entrepreneur, c'est pouvoir être libre de ses choix, de ses messages. C'est ça. De ce que tu as envie de faire. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est plus on te dit ce que tu dois faire. Aujourd'hui, tu choisis ce que tu veux faire. Plus ou moins. Ah, alors oui. C'est important. Alors oui, alors écoutez bien Sophie, parce que l'entrepreneuriat, il y a plein de facettes dans l'entrepreneuriat. Donc peut-être que dis-nous Sophie. Au départ, j'ai commencé par une micro. Donc la France en général, il n'y a pas beaucoup de dialogue sur les différents statuts des entreprises. Ouais. Et par contre, on considère une micro comme le monde des bisounours. Tout est beau, tout est bien. Voilà. Le monde dans l'entrepreneuriat, c'est on monte une marche et on en recule 10. Hein. Faut vraiment avoir la volonté d'avancer. Ok, tu es libre de tes choix. Ok, tu avances, tu fais ton emploi du temps, tu choisis ce que tu vas faire dans la journée. Par contre, quand tu es malade, qui c'est qui travaille à ta place? Ouais, bien sûr. Au départ, on se paye pas non plus. Donc c'est pas parce qu'on monte une entreprise qu'on gagne des millions. Non, j'en connais très peu qui gagnent des millions en montant une entreprise. Ouais. Ouais. Et il faut vraiment avoir la volonté et surtout de croire en son projet. D'accord. Parce que si on ne croit pas en son projet, qu'on ne croit pas en ce qu'on fait, en fait, on n'aura pas la volonté de se lever tous les matins et de faire sa propre journée. Faire sa propre organisation de journée, d'avoir un planning à la semaine ou au mois, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'être entrepreneur, faut être quand même organisé et puis s'auto-discipliner en fait. C'est ça. Ouais. Donc c'est un peu une profession de foi quoi, on va dire. C'est ça. Presque. On peut dire ça. Ouais. Mais oui, c'est ça. Ça reste. Moi, je considère ça plutôt comme une passion. Ouais, d'accord. Parce que une passion, on n'est pas payé. Ouais. Et on a envie de le faire parce que ça nous fait plaisir. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui te porte au quotidien? Parce que c'est une passion, mais il y a quand même le système qui te rattrape. T'as demandé peut-être des subventions, des choses. Comment tu fais justement de passer entre guillemets d'un salaire de salarié à presque plus rien? Eh ben, on va au charbon. On va chercher l'argent là où il est. Donc, en tant que salarié intérimaire, Pôle emploi, je connais bien. Ouais. Puisque même en tant qu'intérimaire, pendant les creux, on est obligé de rester inscrite à Pôle emploi. Donc, il y a des aides que Pôle emploi, elle peut aider, que ce soit avant création ou après. Il y a l'ACRE, il y a la RC, ils peuvent nous verser un salaire tous les mois minimum. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Ouais. Et donc déjà sur cette partie-là, en tant que micro-entreprise, pendant les premières années ou les premiers mois de création, on peut déjà avoir ça. D'accord. En création, il y a aussi le FRI pour pouvoir avoir une aide sur. Il y a pas mal d'aides des Hauts-de-France. On est vraiment dans un département où on peut avoir des aides, mais par contre, il faut les chercher. D'accord. Ouais, ça tombe pas. Non, ça tombe pas du ciel. C'est pas les gens qui vont sonner à la porte et qui vont dire ding dong, j'ai de quoi vous financer. Si vous voulez, on se lance. Ouais. Alors justement, en parlant d'aller chercher des aides, il y a pas très longtemps, tu as fait un crowdfunding. Oui. Alors c'était pour financer quoi alors redis-moi. J'ai fait un crowdfunding pour pouvoir financer un chalet d'apithérapie. Ouais, c'est un super projet ça. C'est-à-dire que c'est un chalet qui serait installé en tant que prototype en 2024, donc dans mon jardin pour le prototype, et c'est pour proposer un service. Donc, un service de respiration sur les ruches. Le système, c'est que les ruches soient à l'extérieur du chalet, qu'ils soient reliés au chalet avec un tuyau et qu'on puisse respirer les ruches à partir du chalet. Sans avoir de contact avec les abeilles. Même s'il y a des vitres, on peut les voir, mais on n'est pas en contact. Le principe de respiration, c'est très répandu dans les pays de l'Est, en Allemagne, Bulgarie, des pays comme ça. Et eux, ils le font directement sur les ruches, mais en fait, c'est des respirations d'une demi-heure qui consistent à
grâce à une enzyme qui est à l'intérieur, à développer la partie pulmonaire, surtout sur les bronches, pour pouvoir les dilater et soigner, soulager des personnes qui sont asthmatiques, migraineux et qui ont des allergies aussi. D'accord, donc ça a été déjà éprouvé dans d'autres pays, ça fonctionne, ça a été, enfin voilà. Et en France, ça existe déjà ou? En France, il y a un apiculteur qui a fait des études dessus et qui est en collaboration avec l'INRA pour développer et pour prouver en France que cette respiration sur ruche a des effets bénéfiques et que ça peut même modifier génétiquement à long terme en faisant ces cures-là sur les ruches. Ah oui, d'accord. Et il y a d'autres apiculteurs amateurs qui les ont installés. J'en ai vu en Haute-Savoie et j'en ai vu du côté de Lyon aussi. D'accord. Alors, d'où l'importance, du coup, des abeilles dans notre écosystème. Alors, on en parle souvent, il y a eu plein de reportages dessus, des films. Est-ce que, Sophie, tu peux nous expliquer un peu le rôle des abeilles, enfin l'importance des abeilles, parce que si on dit s'il n'y a plus d'abeilles sur la Terre, en fait, on meurt. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que... Einstein disait déjà qu'une fois que toutes les abeilles auront disparu, il ne resterait que 4 ans à vivre. Il peut y avoir des substitutions. Par contre, il n'y a plus d'abeilles, plus de pollinisateurs. Il n'y a plus de pollinisation. Ça veut dire quoi? Plus d'arbres, plus de plantes, plus de... Des arbres aussi, mais plus de fruits, plus de légumes. Donc les arbres, ils n'ont pas besoin de pollinisateurs pour... eux, ils font par rapport au vent, avec les graines qui tombent au pied ou des choses comme ça. Par contre, les fruits, les pommes, les prunes, les cerises, les légumes, les tomates, les concombres. Tout ce qui est bon, quoi. Mais en pollinisateur, c'est large. Hein. C'est pas que les abeilles. Hein. La plupart des fleurs de légumes sont butinées par les bourdons. C'est les bourdons qui font la pollinisation. Il y a aussi pas mal de papillons. Les hérissons aussi font partie d'une partie des pollinisateurs. Alors, ce que m'avait dit aussi Sophie, c'est que quand tu utilises les ruches, en fait, tu respectes aussi les abeilles. Oui. Tu sais, on avait une conversation alors en off un peu sur la gelée royale. Moi, enfin, j'avais été hyper surpris. Je sais pas si vous savez comment ça se fait la gelée royale, mais c'est pas cool. Hein. Bah, la gelée royale, c'est les abeilles qui le font. Donc, toutes les abeilles, à différents stades de leur vie, mangent de la gelée royale. Ouais. Donc, la reine, elle, c'est pendant toute sa vie. Et après, les larves mangent de la gelée royale que pendant les 3 premiers jours de leur vie. D'accord. Donc, en fait, ça fonctionne comme ça. Ah. Tiens, je t'ai même des petits jouets. Ah, ça, c'est chouette. C'est bien fait de venir. Regarde. Alors, au départ, c'est des œufs. Alors, c'est pas à l'échelle. Hein. Je vous dis pas que les abeilles. Œufs. Voilà, c'est ça. Les abeilles, elles ne pondent pour ça. Les œufs, ils font près 1 à 2 mm. Ah oui, d'accord. Donc c'est des gros œufs. Voilà. Après, ça devient une larve. D'accord. Après, ça devient une nymphe. C'est une abeille toute blanche qui a des minuscules ailes. D'accord. Et quand ça éclot, ça devient une abeille. Alors c'est pareil, hein, c'est pas à l'échelle. Hein. Même si elle est un peu jaune, on dirait une guêpe, mais non, c'est bien une abeille. Et même quand elle naît, elle est plus grise. D'accord. Et après, elle prend sa couleur au fur et à mesure du temps. La gelée royale, elle est mise donc au moment où la reine pond des œufs et est récupérée au 4e jour du stade larvaire. D'accord. Donc, ça se récupère par aspiration des larves et ou avec des petites cuillères et après, c'est filtré. Donc, normalement, si c'est fait correctement ou avec chaque petite cuillère de gelée royale fraîche, il y a à peu près une dizaine de larves de reines qui ont été tuées. Parce que le pic de gelée royale est dans les cellules de reines. Donc, ça veut dire que ce qu'on consomme comme gelée royale, c'est on a dû tuer les reines. C'est ça. Pour les consommer, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, moi, je recommande la gelée royale pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, au moins, les gens, ils sont au courant. Et ceux qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de maladie grave, qui n'ont pas de maladie auto-immune, qui n'ont pas besoin de vraiment augmenter leurs cellules souches ou leur défense immunitaire en grande quantité, le pollen, le miel, la propolis fait la même chose. D'accord. Si c'est vraiment pour augmenter les défenses immunitaires d'une personne saine qui ne veut pas tomber enrhumée pendant l'hiver, il n'y a pas besoin de prendre de la gelée royale. D'accord. Donc, à bon entendeur, bah vous savez, en fait, maintenant, c'est important. Et c'est aussi, je voulais insister un peu là-dessus parce que moi, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que quand Sophie m'en a parlé, ça m'a plutôt surpris de me dire que il fallait tuer des reines pour une petite cuillère, quoi. Sophie, maintenant, les abeilles, alors, ça, c'est un domaine. Est-ce que tu as des produits à nous montrer que tu fais avec le miel, avec la cire avec, Tu veux que je te montre la gamme de cosmétiques? Ah bah, je veux bien. Je veux bien. Je te montre ça. Je range les jouets. Tiens, regarde. D'accord. J'avais tout préparé, donc je t'ai pris les testeurs. Ah bah c'est chouette. Tu veux voir quoi en premier? Y a plein de choses, alors du coup... Alors, pour les hommes, ce qu'ils préfèrent, c'est le déodorant. Ah.
Les 3/4 de mes clientes, ce sont des femmes entre 35 et 55 ans Ouais. qui m'achètent le déodorant et qui reviennent parce que c'est leur mari et leur conjoint qui l'auront piqué. D'accord, ok. Il est très efficace au niveau des mauvaises odeurs. Tiens, si tu veux sentir. C'est un déodorant solide, en fait. Tu peux passer ton doigt, tu verras. Très efficace au niveau des mauvaises odeurs. Et en fait, il dure très longtemps. Tu peux faire 1 ou 2 allers-retours sous les aisselles. Ça suffit largement. Et tu en as à peu près pour 4 ou 5 mois d'utilisation. D'accord. Et il ne coupe pas la transpiration, il la régule. C'est très important. Ah, d'accord, ok. Le fait de réguler la transpiration, ça fait qu'en fait, ça ne bouge pas les canaux qui nécessitent qu'on transpire, parce que si on transpire, c'est qu'on a besoin de réguler sa température. Et comme ça ne fait pas des nodules et des cancers. Ah, bon, ben, merci Sophie. De rien. Ok. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de petits trucs là. Ça, c'est du miel, non? Non, ça c'est une huile de massage. Ah, ok, d'accord. C'est une huile de massage au miel et à la propolis avec des fleurs relaxantes. C'est une huile que tu peux utiliser sur tout le corps. D'accord. Juste pour la détente ou la relaxation. Après, c'est aussi très efficace sur tout ce qui est courbatures et problèmes musculaires. D'accord. Il y a dedans, il y a des fleurs de coquelicot, il y a des fleurs de safran, il y a du miel, de la propolis. D'accord. Il y a aussi des fleurs d'arnica. Je vais montrer les couleurs. Mais c'est vrai, on dirait que... c'est excellent. Après, tous les produits sont sûrs, de qualité cosmétique, pharmaceutique. Ils ont été validés aussi par un toxicologue. D'accord. Ils sont aussi de qualité alimentaire. Je l'ai fait surtout pour les enfants, parce que quand j'ai commencé à les formuler, mes filles, elles mettaient tout à la bouche. Ah, d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que les adultes, il y a certains adultes qui aimaient bien. Il y a des personnes qui font des gâteaux avec mes gommages. Et j'ai même une cliente qui m'a donné la recette qu'elle a fait avec mon gommage. Ah, super. Donc là, le gommage, là, je peux le manger? Oui, tu peux tout manger. Par contre, celui-là, il a un meilleur goût quand même. Je vous montre, hein, le gommage. Bon, a priori, on peut le manger. Je vais tester. Je teste rien que pour vous. Je prends un petit bout comme ça. Prends. Ah, c'est bon. C'est marrant de penser que c'est du gommage, quand même. Mais ok. Ah, c'est. On dirait un gâteau. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Il y a quoi, de la noix de coco, non? C'est ça. Noix de coco, miel. Il y a un peu de citron aussi. D'accord. Ah, c'est marrant de manger son gommage. Okay. Je sais que moi, mes filles, elles adorent. Si je l'oublie dans la douche, elles le mangent à la petite cuillère. D'accord. Ah, c'est d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as d'autres choses à me... Alors, il y a une crème à la propolis et au safran. C'est vraiment une crème qui est solide. Donc, il n'y a pas d'eau. Donc, pour toute la gamme de cosmétiques, quand on achète une gamme, quand on achète un cosmétique, il y a vraiment 100% de principes actifs et 100% de produits. D'accord. La plupart du temps, quand on regarde la liste, les INCI, c'est marqué agua. C'est de l'eau. Ah oui, ouais. Et en fait, il y a à peu près entre 70 et 80% d'eau dans chaque cosmétique. Et s'il y a de l'eau, il y a des conservateurs. Et s'il y a des conservateurs, il y a des produits chimiques. Ce que j'ai fait, moi, pour que justement tout le monde sache exactement ce qu'il y a dedans, à côté de la liste obligatoire INCI, j'ai marqué les ingrédients en français. Ah oui. Comme ça, tout le monde sait oui, au moins tu sais de quoi tu... Ouais, parce que souvent tu lis, mais ça te dit rien parce que déjà c'est pas en français et déjà tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Ce que tes produits, alors c'est parce que là on voit derrière, c'est les jardins de Bella, c'est ça, hein? Le jardin de Bella, ouais. Ouais. C'est comment t'as trouvé le nom? Eh ben, puisque tout a commencé par un tour de jardin, je trouvais ça logique de marquer jardin dans le nom. Ouais. Et après, Bella, c'est la déesse nordique du miel et de l'hydromel. D'accord, excellent. C'est aussi une ville en Guinée, apparemment. J'ai appris ça lors d'un dernier salon. D'accord, ok. Sophie, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à des gens qui voudraient entreprendre comme toi ou peut-être se lancer dans la production, parce que j'imagine que c'est quand même très lourd au niveau brevet, au niveau un brevet, ça doit pas se valider comme ça non plus. C'est impossible de faire breveter les cosmétiques ou les produits alimentaires. D'accord. On peut pas. C'est pas la même chose comme si tu brevetais une invention ou une innovation. D'accord. C'est pas possible. Je peux arriver à protéger les process et les savoir-faire. Ah, d'accord. Okay. Mais je ne peux pas protéger les cosmétiques. Si quelqu'un vient et qui prend le cosmétique et qui voit la liste des ingrédients, il peut essayer de refaire la formule. Ouais. Moi, c'est le savoir-faire qui est à l'intérieur qui, normalement, n'arrivera pas à refaire le même produit que le mien. Je comprends. D'accord. Pour pouvoir lancer un cosmétique. Si les gens, ils veulent vraiment se lancer dans la partie cosmétique. Hein. Dans la partie cosmétique, pour les personnes qui veulent absolument se lancer, il faut prévoir à peu près 1000 à 1500 € par formule. D'accord. Juste en parlant d'argent. D'accord.
Parce que il faut la validation au toxicologue, il faut faire le dossier produit, il y a les tests de stabilité, il y a les étiquettes, il y a l'achat des matières premières, il y a la formule qu'il faut mettre au point, donc ça aussi ça prend du temps. Il y a l'idée, quel cosmétique mettre. Et tout ça fait que je n'ai même pas parlé du temps qu'on se paye pas pour mettre tout ça en place. Oui, c'est ça, ouais, je comprends. Voilà. Sinon, il y a des personnes qui choisissent la facilité. Moi, je suis pas dans la facilité, mais c'est possible. Hein. Il y a des personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 3 000 €, qu'ils les donnent à un laboratoire extérieur, et le laboratoire extérieur leur font la formule. Donc, eux, ils leur donnent un cahier des charges. Je veux une crème qui sent la violette, qui soit orange avec des petits points bleus. Ils donnent ça au laboratoire. Et le laboratoire fait les tests. Ça dure entre 8 mois et 1 an. Ah oui, d'accord. Et après, la personne reçoit sa formule. Ça. Ouais. Et au niveau familial, alors comment ça se passe? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas comme le salariat. À 18 heures, bah, vous êtes toujours entrepreneur. Hein. En fait, avec mon conjoint, on a dit au départ qu'on mettait 1 année. 1 année où, oui, ok, je mets un peu ma vie de famille de côté. J'expose sur des salons, sur des expositions tous les week-ends, donc je suis pas forcément à la maison. Mettre un petit peu sa vie de famille de côté pour le départ. D'accord. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait et c'était très très compliqué. Ouais, j'imagine. Donc cette année, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour ma famille. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas attendre le temps. Il faut que tu le prennes. Ouais, parce que si tu attends le temps, tu peux l'attendre longtemps et il ne viendra pas. D'accord. Donc, il faut prendre le temps. Donc, cette année, je prends minimum 2 week-ends par mois pour la famille et tous les mercredis après-midi. D'accord. Ouais, donc, on disait tout à l'heure, il faut se discipliner dans le travail, mais comme se discipliner dans les pauses aussi. C'est ça. Il y a une chose là que tu disais qui est aussi importante, je pense, dans les entrepreneurs, il faut vraiment l'entendre aussi, c'est que tu te donnes aussi une limite de temps. Parce que tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu pourrais dire, bah, tant que ça marche pas, j'y vais. Mais là, toi, tu t'es aussi fixé des deadlines, entre guillemets. Tu t'es dit, bah, ok, 1 an, j'y vais à fond. Je prends tout mon temps pour ça. Après, je vais diminuer le temps. Est-ce que ça, c'est important aussi de pouvoir se donner comme ça à chaque fois, de se dire, bah, je me donne 1 an, ou je me donne 6 mois, ou je me donne, je sais pas. Arriver à pouvoir avancer en se donnant un temps court pour planifier les choses, ça fait avancer. Par contre, rétroactivement, si je regarde ce que j'ai fait par rapport à avant, c'est pour ça que je change au fur et à mesure des années. Ça n'a pas été hyper bénéfique de faire ce que j'ai fait la première année. D'accord. C'est-à-dire de mettre la vie de famille entre parenthèses et de me consacrer à 100% dans le travail. Ça n'a pas été hyper bénéfique. Mais il a fallu que je le fasse. Quand t'as pas de budget pour la communication, pour les publicités ou les choses comme ça, pour te faire connaître, c'est le seul moyen. Ouais, bien sûr. C'est donner ton temps. Rétroactivement, comme je notais tous les événements que j'ai faits pour pouvoir avancer, je me suis rendu compte qu'en fait, sur tous les événements que j'ai fait l'année dernière, les 3/4 n'ont pas fonctionné et n'ont servi pas à rien parce qu'il y a toujours un retour où tu peux toujours apprendre quelque chose. Mais ça n'a pas été forcément bénéfique. J'ai perdu beaucoup de temps. D'accord. Ouais, je comprends. Là, cette année, moins de travail, plus de réflexion sur le projet, des nouvelles formules, plus de temps, moins d'événements, mais plus de temps pour, par exemple, se former sur d'autres choses. Des formations sur des techniques de vente, sur des business plans, pouvoir faire des prévisionnels, des choses comme ça. J'ai pris plus de temps pour pouvoir me former sur des problématiques qu'avant je ne connaissais pas. Et donc, j'ai fait moins d'événements. Mais si c'était à refaire, je passerais directement à la 2e année plutôt qu'à la première. Ouais, donc dedans il y a de l'harmonie, enfin c'est de l'harmonie vie perso, vie pro. C'est ça. Et puis du coup se former, enfin peut-être avoir les bons outils pour bien démarrer. Parce qu'entrepreneur, c'est vrai que des fois on s'improvise en fait. Aussi entrepreneur, mais finalement c'est quand même très stratégique en fait. C'est ça. Quand tu es entrepreneur, au départ, si tu es tout seul, si tu as un associé, vous pouvez arriver à couper le boulot en 2. Mais quand tu es tout seul, tu es, pour ma part, tu récoltes les matières premières, tu t'occupes des abeilles, tu fais la formulation, tu t'occupes de la formation des stagiaires, tu fais la fabrication, tu fais le design, tu fais les réseaux sociaux, tu fais la comptabilité, tu fais les ventes, tu fais la stratégie commerciale, tu fais le prévisionnel, tu fais le business plan. Et puis tu peux comme ça. On sent le vécu. Hein. À un moment, la question c'était est-ce que vous pouvez me donner des journées de 48 heures? Et je les ai toujours pas eues. Ok, super. Et ben écoute, on arrive sur la fin là de l'interview. Alors Sophie, ce que je te propose, je
Je te laisse 1 minute 30 pour passer un message là, aux personnes qui nous regardent. Peut-être envoyer un message au monde. D'accord. Vas-y, c'est à toi. Alors, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ayez déjà la bonne idée, mais surtout une passion et une envie d'avancer et de continuer dans ce projet. Si c'est un projet ou une idée que quelqu'un vous a donné, mais qui ne vous parle pas, ça n'avancera pas. Cette année a été une année assez difficile et je connais énormément de producteurs, d'artisans sur la partie Hauts-de-France qui ont dû fermer leur entreprise faute de passion, faute d'envie, mais aussi faute de personnes qui venaient les voir sur les marchés, sur les expositions, sur les salons, ou aussi faute de chiffre d'affaires aussi. Ouais. Ils pouvaient plus payer les factures, ils pouvaient plus avancer dans leur projet, même si ça leur tenait à cœur. À un moment, c'est plus possible. D'accord. Il faut retrouver la stabilité de l'emploi. Après, si on parle vraiment projet et passion, imaginez un monde sans abeilles. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Sophie. Mais de rien. Merci de nous avoir reçus. Alors, si vous voulez contacter Sophie, vous pouvez la contacter directement en passant donc sur le site, c'est Les Jardins de Bella. Non, Le Jardin de Bella. Lejardindebella.fr. Je vous mettrai l'adresse en fait en dessous. Vous pouvez laisser des commentaires aussi en dessous. Je lui transmettrai avec plaisir. Et puis vous pouvez aussi la contacter sur LinkedIn. Alors sur LinkedIn, on te contacte. Tu as 2 comptes, non, je crois. Oui, j'ai le compte perso, c'est en Safe Sophie. D'accord. Et puis après, j'ai le compte de la page professionnelle, Le Jardin de Bella. D'accord. Super. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner, d'accord, pour suivre tous les derniers épisodes qui vont arriver. Et puis, merci beaucoup Sophie. De rien. Merci d'avoir fait goûter le gommage, super bon. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.